transformer une porte de Paris en place du Grand Paris, c'est vraiment redonner de l'urbanité à ces espaces, leur redonner une fonction humaine, une dimension humaine, et que la continuité urbaine existe entre Paris et sa banlieue. Le périphérique est une coupure physique, psychologique, économique. Et si nous voulons faire le Grand Paris, il faut franchir cette frontière qui est une frontière autant physique que mentale. Bonjour à tous, ici Victorien. Je suis ravi de vous retrouver dans les podcasts de Paris en commun. Dans ce nouvel épisode, nous allons imaginer le Paris et le Grand Paris de demain, ou comment transformer le périphérique, les portes de Paris, ou encore insérer dans la ville des trames vertes. Nous recevons Jean-Louis Misica, adjoint à la maire de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris et du développement économique. Repenser le périphérique, c'est selon vous une des conditions même de l'existence du Grand Paris. Et une des premières propositions que vous avancez, c'est de transformer les portes de Paris en nouveaux lieux d'intensité urbaine. Oui. Comment est-ce que vous voyez ces portes de Paris demain ? Écoutez, c'est très simple. La formule consacrée maintenant, c'est de dire il faut que les portes de Paris, qui étaient consacrées et entièrement asservies à l'automobile, parce qu'avec ce périphérique et avec ces échangeurs autoroutiers, ce sont des espaces qui devraient être des espaces urbains et qui ont en fait été transformés en espaces autoroutiers. Et vous voyez bien l'antagonisme qu'il y a. Dans urbain, il y a urbanité. Dans urbanité, il y a l'idée de contact entre les êtres humains. Dans échangeurs autoroutiers, il y a l'idée que des voitures circulent et que les êtres humains ne se rencontrent pas. Donc transformer une porte de Paris en place du Grand Paris, c'est vraiment redonner de l'urbanité à ces espaces, leur redonner une fonction humaine, une dimension humaine, faire en sorte qu'il y ait une véritable rencontre, que le piéton, que le cycliste, que quelqu'un qui pousse une poussette d'enfant, qu'une personne à mobilité réduite puisse se sentir à l'aise et en sécurité dans ces espaces-là, que les parents puissent lâcher la main de leurs enfants et que la continuité urbaine existe entre Paris et sa banlieue. Le périphérique est une coupure physique, psychologique, économique. Et si nous voulons faire le Grand Paris, il faut franchir cette frontière qui est une frontière autant physique que mentale. Et transformer les places en fait partie, mais transformer le périphérique en boulevard urbain est aussi une condition sine qua non. Alors, transformer le boulevard urbain, comment est-ce que vous le verriez, vous, demain ? Et puis, ça fait un peu peur de se dire, on va changer ce périphérique qui a l'air indéboulonnable. Alors oui, je suis d'accord. Vous savez, il y a quelque chose que je crois que c'était Théodore Adorno qui parlait de la dictature du statu quo. Qu'est-ce que c'est que la dictature du statu quo ? C'est le fait qu'on s'est tellement prégné de l'existant qu'on a du mal à imaginer que ça puisse fonctionner différemment et que ça puisse être autre chose. Je pense qu'il y a les gens qui ont protesté contre la piétonisation des voies sur berge était dans cette logique de la dictature du statu quo. C'était une autoroute urbaine, ça devait rester éternellement une autoroute urbaine. Aujourd'hui, qui pense qu'on peut retransformer la voie express rive droite en autoroute urbaine ? Personne. Plus personne ne demande ça. Regardez la campagne électorale, je cherche vainement un candidat qui dit on va transformer le parc des Rives de Seine en autoroute urbaine. Donc je pense que pour le périphérique, c'est la même chose. Et d'ailleurs, il y a eu une prise de conscience le soir de la Nuit Blanche. D'un seul coup, des milliers de gens sont allés faire un petit tour à vélo sur le périphérique. Et il y avait un côté transgressif et jouissif dans cette expérience, parce qu'on s'est rendu compte que oui, effectivement, des vélos peuvent circuler sur le périphérique. Alors je dis pas qu'il faut transformer le périphérique en piste cyclable. Et cet autre périphérique, c'est un boulevard urbain apaisé, avec une vitesse de circulation plus lente, avec peut-être à certains endroits très précis des feux de signalisation et des passages piétons, et puis avec des voies réservées. Ces voies peuvent être réservées
soit à des circulations douces, soit à l'autopartage, au covoiturage, aux véhicules propres et au transport en commun. Mais je suis convaincu, si vous voulez, que si nous voulons vraiment changer la façon qu'ont les gens de se déplacer en voiture, il faut que le covoiturage devienne une évidence et une pratique générale. Et donc, il y a une volonté par rapport à ça de donner un avantage à celui qui accepte le covoiturage. Et quel est l'avantage? L'avantage peut être financier, mais enfin, autant quand vous faites un Paris-Toulouse en covoiturage, le partage des frais d'essence, ça a du sens. Mais là, sur des distances plus courtes, l'avantage c'est d'aller plus vite, ou en tout cas de ne pas être pris dans des encombrements, et la voie réservée me paraît être vraiment une solution extrêmement positive pour inciter les gens à partager leur véhicule plutôt qu'à rouler tout seul dans leur voiture. Vous savez que l'autosolisme est la cause principale des encombrements en Île-de-France. Le fait que vous ayez une personne par véhicule, en réalité, la statistique, c'est 1,1. Enfin, ça veut dire quand même que l'essentiel des véhicules sont avec une seule personne à bord. Mais c'est quand même des véhicules de plusieurs tonnes qui consomment beaucoup de carburant et qui sont des véhicules de 5 places. Le fait qu'ils soient utilisés par une seule personne, c'est comme si le métro roulait quasi vide aux heures de pointe. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc le covoiturage, c'est une des solutions majeures à la transformation du périphérique en boulevard urbain. Et si on revient à l'intérieur des rues de Paris et qu'on se projette dans les 10 prochaines années, avec probablement le déclin de l'automobile individuelle dont vous parlez, il y a à peu près la moitié des 20 hectares qui sont actuellement, des 200 hectares, pardon, qui sont actuellement consacrés aux voies publiques pour le stationnement, qui vont être vides. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Ah ben justement, alors d'abord, vous savez que ce qui manque le plus à Paris, c'est l'espace, et notamment l'espace public. Donc récupérer une centaine d'hectares dans les 6 prochaines années est une véritable bénédiction, à la fois pour la ville, mais aussi pour ses habitants. Les gens vivent de plus en plus dehors. L'espace public est devenu la chambre supplémentaire. Quand vous voyez par exemple les pique-niques sur le bord du canal, ou comment les gens s'approprient les pelouses dans les parcs, ou la façon dont les gens s'approprient les quais de Seine, on se rend compte que l'espace public devient beaucoup plus qu'un lieu de passage, beaucoup plus. Et donc, nous voyons que le phénomène des terrasses se développe, avec en plus le réchauffement climatique. On voit encore aujourd'hui même, c'est-à-dire à la mi-octobre, des gens boire des coups en terrasse. Moi, quand j'étais jeune, je peux vous dire que ça ne se produisait jamais parce qu'il faisait trop froid. Et donc, on se rend compte que cet espace public, il va falloir l'aménager différemment. Il va falloir peut-être l'aménager en fonction des périodes, des saisons. Parce qu'un espace public en été, un espace public en hiver, c'est pas la même chose. Peut-être en fonction des heures de la journée. Un espace public le soir, c'est pas la même chose qu'un espace public dans la journée. Je pense que la végétalisation peut profiter de cet espace libéré par les voitures, et on peut avoir... On s'est rendu compte, par exemple, quand on faisait nos études sur le rafraîchissement de la ville, que les alignements d'arbres sont un outil de rafraîchissement extrêmement efficace. Donc on peut très bien imaginer d'avoir davantage d'alignements d'arbres à Paris grâce à cette libération d'espace, mais ça peut être aussi des jeux pour enfants, ça peut être aussi des terrasses ou des contre-terrasses de café, ça peut être tout simplement des lieux où on peut s'asseoir. Bref, il est clair que la libération par rapport à tout cet espace occupé par la voiture va représenter une source d'inspiration et d'idées nouvelles tout à fait considérable pour les Parisiens et les Parisiennes. Et pour faire tous ces chantiers dans les prochaines années, vous appelez à l'élaboration d'un nouveau permis de construire et d'un nouveau plan local d'urbanisme qu'on appelle aussi PLU. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous voudriez mettre dedans, et puis peut-être aussi nous dire qu'est-ce que c'est, parce que alors le PLU, peut-être que pas tout le monde ne connaît. Alors d'abord, le nouveau permis de construire, il est directement lié à ces idées dont on a parlé au cours de cet entretien, c'est-à-dire le permis de construire aujourd'hui, c'est un dessin de bâtiment, c'est une explication des matériaux qu'on va utiliser et le respect d'un certain nombre de règles d'urbanisme. Demain, il faudra qu'il y ait plus que cela. C'est-à-dire il faudra que l'ensemble de la durée de vie
du bâtiment soit décrite dans le permis de construire, depuis sa construction, sa rénovation jusqu'à sa future démolition ou re-rénovation. Il faudra que son empreinte carbone soit calculée justement sur toute la durée de vie du bâtiment. Il faudra prouver qu'il est réversible, parce qu'un bâtiment doit pouvoir être ceci ou cela en fonction des circonstances. Je pense notamment logement au bureau ou bâtiment public. Donc il y a beaucoup de bâtiments aujourd'hui qui ont été conçus de façon très rigide et qui ne peuvent pas s'adapter et se transformer. Donc c'est tout ça que j'appelle le nouveau permis de construire. Et puis il va falloir que les matériaux utilisés soient en quelque sorte traçables, parce que si nous voulons arriver à un réemploi généralisé, il faut que nous soyons capables de dire d'où vient le matériau, et il faut qu'à la limite, demain, le matériau réutilisé et le matériau neuf soient considérés de la même façon par les constructeurs. Donc c'est tout cela, si vous voulez, le nouveau permis de construire. En ce qui concerne le plan local d'urbanisme, alors qu'est-ce que c'est qu'un plan local d'urbanisme ? C'est un outil qui est à la disposition d'une ville pour aménager et définir les différents espaces. Donc on dit, là on fait du logement, là ce secteur est en déficit de logement social, donc on demande si jamais il y a une nouvelle construction ou une rénovation qu'il y ait du logement social. Il y a la commercialité des rues, protéger la commercialité des rues, il y a les espaces verts par rapport à la partie bâtie, etc., etc. Donc le plan local d'urbanisme, c'est un des principaux outils entre les mains d'une ville pour faire en sorte que l'intérêt général soit protégé et que les promoteurs ou les investisseurs ne fassent pas n'importe quoi. Ce plan local d'urbanisme, il est révisé pratiquement à chaque mandature. Moi, j'ai fait voter un nouveau plan local d'urbanisme en 2016 par le Conseil de Paris. C'est déjà quelque chose où on faisait des avancées considérables, aussi bien en termes de pourcentage de pleine terre sur la parcelle. On est arrivé à 31,5%. En ce qui concerne la végétalisation des toits et des terrasses, la création d'espaces de logistique urbaine de proximité. Donc c'est à tout ça que ça sert un plan local d'urbanisme. Le futur plan local d'urbanisme, je pense qu'il doit justement intégrer tous les sujets que je viens d'évoquer. La question du réemploi, la question de la végétalisation, la question du rafraîchissement des bâtiments. Je pense notamment qu'il faut que nous incitions les copropriétaires à planter leur cour intérieure de façon à rafraîchir. Vous savez qu'un espace végétalisé peut faire baisser de 2 à 3 degrés la température, et nous pensons que si jamais toutes les copropriétés parisiennes avaient la possibilité de débitumer et de végétaliser, eh bien ça permettrait d'avoir une véritable résilience de la ville par rapport au réchauffement climatique. Donc ces objectifs environnementaux ambitieux, ils doivent être intégrés au plan local d'urbanisme, des objectifs en matière d'énergie renouvelable, d'effacement énergétique ou d'économie d'énergie. C'est tout cela qu'il va falloir intégrer dans le futur plan local d'urbanisme, notamment pour réaliser les objectifs que nous sommes fixés de ville décarbonée à l'horizon 2050. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et dans votre entourage, mais surtout, abonnez-vous au podcast de Paris en commun sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud, Google Podcast ou Magellan, en tapant Paris en commun dans votre barre de recherche. À bientôt!